Merci 10 000 fois, mais je pense que je vais te le redire encore 10 000 fois d'ici la fin de l'interview. D'abord, première question, toi, t'es tombé dans le foot comment? Très tôt. De base, je suis fan de foot. Mon père est fan de foot déjà. Ouais. Pour commencer, mon père est fan de foot. Il t'a initié avec quelle équipe? Comment? Avec quelle équipe il t'a initié? Pas d'équipe spécialement, même s'il aime beaucoup le PSG. Ouais. Il a toujours beaucoup aimé Paris. Mais pas d'équipe spécialement. Mais mon père, c'est quelqu'un qui regarde tout type de match. Vraiment, on peut le croiser le dimanche matin, aller regarder un match de district sans souci. Il aime tellement le football et c'est une passion qui m'a transmise, en tout cas très tôt. C'est vrai que j'ai commencé le football à l'âge de 5 ans. En club déjà? En club, ouais, à l'âge de 5 ans. J'imagine que t'avais touché une balle bien avant? Oui, bien avant. Bien avant. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, même lorsque j'avais 4 ans, donc un an avant ma première inscription, j'étais parti justement m'inscrire avec mon père parce que voilà, j'avais cette envie de jouer au football et on m'avait refusé on m'avait gentiment dit que c'était pas possible, qu'il fallait que j'attende T'étais trop jeune. l'année suivante. Et j'avais fait un genre-là, mais pendant une semaine, j'étais en boucle sur ça. T'avais des idoles, genre petit, et si t'avais des idoles, est-ce que t'avais déjà des idoles défensives ou t'étais pas encore dans cette histoire de poste? En fait, j'ai été très vite dans cette... j'ai toujours aimé les défenseurs, je sais pas pourquoi. J'ai même jamais joué devant. Ah ouais. C'est bizarre, ouais, j'ai vraiment jamais joué devant. Dès débutant, tout le monde, quand on est petit, c'est vrai que tout le monde a l'habitude de courir un peu partout. Et moi, je restais derrière. C'est incroyable. Ah ouais, c'est fou. Mais dès le départ, ça a toujours été... Et t'as pas d'explication, c'est même pas motivé par ton père qui t'a dit c'est là que tu dois évoluer, c'est tout seul, instinctivement. C'est tout seul. Après, c'est aussi le fait que j'étais assez introverti. Ok. Et par moment, je préférais attendre derrière, récupérer le ballon. Et puis, ouais, ça collait plus à ta personnalité d'être dans l'ombre en fait. C'est ça. Ok. Et très rapidement, défenseur central, parce que t'aurais pu évoluer un peu latéral. J'ai commencé latéral. J'ai commencé à partir de Benjamin. En poussant, on joue encore à 2. Et c'est vrai que Benjamin, les premières années Benjamin, c'était latéral. Et quand j'ai commencé à passer sur le foot à 11, je suis passé central. Est-ce que ton rapport au foot a changé depuis que c'est ton métier? Non. En fait, je suis toujours autant passionné de football. Genre, t'as hâte que ça soit l'entraînement, t'as hâte que ça soit le match et tout? C'est ça. Et au-delà de ça, tout ce que je peux faire qui a rapport avec le football, je fais. C'est-à-dire regarder des matchs, lire des livres, lire les journaux. Je suis abonné à l'équipe, je suis abonné à ce foot, je suis abonné à plein de choses. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et non, je pense pas qu'il est spécialement changé. Mais forcément, au fur et à mesure, on devient de plus en plus pro, même si je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'avoir et de maîtriser. C'est sûr qu'au fur et à mesure, il y a des choses, des paramètres qu'on développe, qu'on apprend sur le plan professionnel. En fait, j'ai le sentiment que l'exigence, elle augmente, mais pour toi, elle se fait complètement naturellement, parce que de toute façon, c'est ta vie, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est facile, c'est fluide. C'est ça. Y a un truc, je sais que t'étais bon élève, et d'ailleurs que t'as eu le bac avec mention. Est-ce que y a eu un arbitrage, notamment peut-être seul ou avec tes parents ou avec tes éducateurs, sur est-ce que je continue mes études après le bac ou non? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? À vrai dire, ce qui est sûr, c'est que je vais reprendre mes études à un moment donné. Ok. Je sais pas quand, ça c'est une certitude. Ok. Ça te manque dans ta vie de tous les jours?
Même en entraînement, parce que tu kiffes faire que du foot. C'est ça, exact. Mais en fait, je suis une personne qui adore apprendre. Je suis une personne qui adore apprendre. Bon, moi, chez moi, le soir, s'il n'y a pas de foot, je sais que je vais regarder un documentaire. Parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc, je sais qu'à un moment donné, je vais reprendre les études. Maintenant, je ne sais pas dans quoi exactement. Après, parce que c'est sûr que d'un autre côté aussi, j'aimerais rester dans le foot. De toute façon, il y a tellement de choses à étudier dans le foot que tu n'as pas forcément besoin d'en sortir. C'est ça. Ok. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que je vais reprendre les études à un moment donné. Ok. Et d'ailleurs, même là, avec ma compagne, on a pour ambition justement de s'améliorer sur dans nos langues étrangères. Ah ouais, lourd. Je vais pas te demander si c'est pour un éventuel transfert parce que c'est pas l'objet de la discussion. Qu'est-ce que je voudrais revenir sur ton parcours. Je pense que je vais te faire toutes les questions en une et je vais te laisser dérouler ça plutôt que de t'interrompre. Ça sera plus intéressant. En gros, ce qui m'intéresse de fou, c'est le cheminement entre t'es passé pro au Havre. T'as eu de mémoire des difficultés à t'imposer au tout début. T'as pas joué. Ensuite, t'as énormément joué et tu t'es rendu indispensable. T'es passé en Ligue 1, c'était un peu compliqué. Tu fais le prêt et tu reviens comme une balle, quoi. Là, t'es incroyable en ce moment. Et j'aimerais bien savoir, en fait, toi, comment t'as vécu toute cette période, comment t'as pu t'adapter à chacune des situations et comment t'as pu les déverrouiller. Parce que finalement, en très peu de temps, t'as rencontré quand même 2-3 situations qui sont assez complexes. Tu vois, c'était pas linéaire. Chez moi, on me dit les vérités. C'est-à-dire... T'as pas un entourage de flatteurs, en fait? Non, du tout. Chez moi, on me dit les vérités, c'est quelque chose qui a toujours caractérisé la relation que j'ai avec les proches. Moi, mon père, depuis tout petit, lorsque je suis pas bon, et jusqu'à présent encore, lorsque je suis pas bon, mon père, il a aucun souci à me dire, là, t'as pas été bon, et ce match-là, t'as pas été bon, et le match dernier non plus, et là, t'as été moyen, et de la même façon qu'il a aucun problème à me dire que oui, là, t'as été bon. Et, il a un regard juste, quoi, pour toi. Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé. Et pareil avec ma soeur, ma grande soeur, pareil. Ma mère qui est un peu plus, j'ai envie de dire, pas dire protectrice parce que c'est pas si quand même. Mais ma mère qui est un peu plus sensible à ça, qui, lorsqu'elle sait que j'ai pas été bon, elle préfère ne pas m'envoyer de message ou ne pas me parler. Elle te bloque. C'est ça. C'est plus partie de la famille. Non, mais pas dans le sens... Non, je comprends. Pour te protéger, en fait. C'est bon, t'as pas besoin d'y penser encore plus, tu le sais. C'est ça. Je comprends. C'est ça. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours servi. Et à chaque fois que j'ai été, entre guillemets, dans le dur, on m'a dit des choses. On m'a dit que j'étais pas bon. Très souvent, on m'a dit que j'étais pas bon avant que les gens autour de moi me disent là, t'es dans une période de moins bien. En fait, ils te connaissent tellement qu'ils n'ont pas forcément besoin de 4-5 matchs comme un coaching staff, puisqu'ils savent exactement ce que tu vaux, comment t'évolues, et ils le ressentent, c'est fou. Exactement. Et c'est vrai qu'au Havre, quand je signe pro, mais je ne joue pas directement, et c'est une période qui a été assez compliquée pour moi parce que autant ma première année avec le groupe pro, je sais que je suis pas prêt à jouer. Et en soi, je prends ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire m'entraîner avec le groupe pro et aller jouer avec la réserve le week-end. Autant la seconde année, par rapport à mes entraînements et par rapport à ce que je faisais au quotidien, chaque semaine, avec chaque week-end avec la réserve, que j'ai pensé pouvoir mériter plus de temps de jeu. En fait, c'est là où ma famille a été très précieuse, c'est comment me dire que je suis bon sans me dire que c'est la faute du staff ou du coach. Pour te les mettre à dos, quoi. C'est ça. En fait, il fallait trouver le juste milieu et c'est quelque chose qu'ils ont plutôt bien réussi à faire et ce qui m'a permis de continuer à travailler. Et mon père, c'est quelque chose je dis mon père parce que mon père, c'est
on aura peut-être le temps d'en parler, mais mon père, c'est mon premier coach. Ouais, pour la petite anecdote, jusqu'à présent, mon père, après chaque match, il m'appelle le lendemain et limite, on fait un débrief. Il enregistre tous mes matchs. Donc, donc parfois, il m'appelle et il est en train de regarder le match et il me dit, à telle minute, tu vois telle passe, et ben non, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais peut-être dû attendre et trouver telle ou telle passe. Et pareil pour les interventions. Mon père, c'est mon premier coach. Donc son père, j'ai envie de dire, sur ce point-là, il me connaît, enfin, sur le niveau footballistique, il me connaît peut-être mieux que personne, quoi. Mieux que toi-même, même. Ouais, j'ai envie de dire. Au Havre, ils ont réussi à te garder, en fait, mobilisé, alors que toi, tu trouvais ça injuste. Ils t'ont pas opposé au coaching staff. Ils t'ont permis de continuer à cravacher, et puis la chance est venue, quoi. Tout à fait. Donc là, tu perces. Enfin, percer, c'est un bien grand mot, parce que, mais en tout cas, tu t'imposes dans l'équipe, tu prends tes marques. Et puis, tu t'éclates. Enfin, ça sent. Moi, j'ai revu, je sais pas si t'as vu ce que j'ai mis, là, pour teaser l'interview. L'action que tu fais, où tu dribbles deux mecs sur un râteau, là. Enfin, tu vois, c'est limite, tu peux faire un centre du parking, ça va aller sur la tête du mec, tu vois, tout réussi. C'est des sensations qui sont extraordinaires. Beaucoup d'observateurs te sentaient prêt à passer à l'échelon supérieur parce que t'as pas eu, j'imagine, 10 000 offres, mais en tout cas, t'as eu beaucoup de gens qui sont intéressés à toi et qui ont essayé de tâter le terrain. Et toi, à ce moment-là, tu te sens comment? Tu te dis, ouais, je suis prêt? Ou tu te dis, est-ce que tu doutes de ta capacité à refaire et à avoir ce niveau de jeu en Ligue 1? Non. Tu doutes pas de ça? T'as fait le tour de la Ligue 2. En fait, vraiment, je me sentais prêt et limite, par moment, je me trouvais... je peux peut-être dire un peu trop facile, mais par moment, je faisais certaines erreurs que... Et on te le faisait pas payer? Comment? Je dis, tu faisais des erreurs et en fait, les adversaires te les faisaient pas payer et du coup, tu as envie de voir le haut-dessus, quoi. C'est ça. Et c'est des erreurs enfin, j'ai envie de dire, pas de nonchalance, mais de concentration parce que par moment, le match était pas trop simple, mais était... Mais dans l'intensité, c'est un peu mou. Un peu, c'est ça. Ouais, je vois. C'est ça, donc je pouvais faire certaines erreurs de concentration et comme tu l'as dit, que je ne payais pas derrière, donc ça te pousse pas à progresser finalement, parce qu'on te punit pas. Ouais, je vois très bien. Totalement. Ok, et donc tu te sens prêt? Je me sentais totalement prêt. Ouais, je me sens totalement prêt. Et donc Saint-Étienne vient à ta porte? C'est ça. Mais le truc, c'est que je fais 6 mois sans jouer en fait. Je fais de janvier à juillet, je fais aucun match. J'ai essayé d'être le plus pro possible en doublant les séances, en travaillant beaucoup le week-end. Mais clairement, quand j'arrive à Saint-Étienne, je sens que physiquement, je ne suis pas au niveau. Il te manque du rythme. Je sens que j'étais pas au niveau que j'étais au Havre. Malgré ça, la prépa se passe dans l'ensemble plutôt bien. Mm-hmm. Je fais de bons matchs. Les 3-4 premiers matchs de la saison, je les commence très bien. Il y a plein de choses. Et je pense qu'il y a d'abord les résultats, parce que les résultats sont pas bons. Que moi, je venais du Havre où en soi, on jouait à chaque fois l'AMP. Je n'ai pas l'habitude d'avoir planché 3-4 défaites d'affilée, ou alors 3-4 matchs sans gagner. Et surtout, l'engouement n'est pas le même. Donc, la pression. C'est ça, la pression n'est pas la même. Donc déjà, c'est quelque chose qui a joué parce que c'était nouveau pour moi. Mm-hmm. C'était quelque chose de c'est aussi un apprentissage hors football, en fait. C'est ça, exactement. Et je pense que même si j'étais prêt, je pense j'étais préparé, mais quand ça arrive, c'est jamais pareil que ce que l'on pense. Bien sûr. Et je pense que c'est déjà la première chose. Et au-delà de ça, il y a aussi l'enchaînement des matchs. Sincèrement, je crois que sur les 10 premiers matchs, peut-être j'enchaîne tout. Or, c'est des mois que je n'avais pas joué. Ouais. Donc physiquement, t'as plongé, t'as senti? Et physiquement, j'ai totalement plongé. J'ai totalement plongé. Et donc, quand j'enchaîne les mauvaises performances, les mauvaises prestations, et mentalement, à un moment donné, ça cloche.
voilà, je pense que c'est ces 3 choses-là qui ont fait que... Il y a l'Europa League en plus. C'est ça, mais justement. Tous les 3 jours. Tu joues avec le Cameroun un peu. Pas encore. Enfin, si. Si, Tunisie. Si, ouais, Tunisie, exactement. Tu fais 30 minutes. Tunisie, exactement. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en général, on envoie un joueur en prêt pour qu'il obtienne du temps de jeu. Or, toi, tu en as du temps de jeu, puisque même s'il y a une petite rotation, tu joues pas forcément tous les matchs à partir de novembre, je crois. Tu vas enchaîner un match sur 2, mais tu en joues beaucoup. Et là, t'es prêté, alors que t'as du temps de jeu. Et du coup, moi, ce prêt, il m'intéresse. C'est une volonté du club, c'est ta volonté, non, c'est mutuel. C'est ma volonté. C'est toi, ok. C'est ma volonté. Je sais que au départ, le coach n'était pas spécialement pour que je parte. Ok. Mais c'était moi. Et je sais que je leur avais parlé avant. Enfin, du moins, mes agents, je en avais parlé avant. Il avait refusé. Et, toi, dans ta tête, c'est clair depuis quand que tu veux te prêter? Fin novembre. Ok. Donc après, l'enchaînement Montpellier, Rennes, quoi. C'est ça. Après, voilà, c'est justement après ça. Juste après ça. Ouais. Et après, je crois que c'est après le match de Rennes. Je joue. Je crois qu'il y a Nice après et je joue pas. Si je me trompe pas. C'est possible, ouais. Et après, t'enchaînes à Wolfsburg. C'est ça. Et je crois qu'après Nice, je joue pas. Et dans ma tête, mentalement. Tu joues pas pendant 10 jours. C'est donc ça. tu loupes 2 matchs, je crois. C'est ça. Faut que je parte. Parce que. T'es en train de t'enterrer, et puis moralement, c'est pas bon. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'avais besoin de changer d'air aussi. Et pour mieux repartir. Ok. Et ouais, clairement, c'était une volonté de ma part. Je sais que 2-3 jours avant la fin du mercato, je vois un coach. Et je vous dis, à cœur ouvert, coach, le rôle que vous voyez, c'est pas le rôle que moi je connais, c'est pas le rôle qui a fait que Saint-Étienne est venu me chercher. Et je pars. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé sur un coach qui, de un, me voulait, et de 2, a été... Donc, qui avait contacté tes agents aussi pour t'obtenir en prêt? C'est ça. Et qui m'a appelé. Ok. Qui m'a appelé 2-3 jours avant que je passe. Donc tu parlais déjà un peu anglais? Avant que je parte. Oui. Ouais. De par tes études, de toute façon. C'est ça, j'avais quand même quelques bases. Donc on a longuement discuté par rapport à ce que lui voulait faire avec moi et avec le collectif. Je me suis dit, c'est vraiment un endroit... Tu t'es senti désiré, quoi, donc faut y aller. Je pense que je vais pouvoir m'épanouir là-bas. Et quand j'arrive, dès le départ, il me parle beaucoup. De comprendre qu'il me suit depuis très longtemps. C'est lourd, ça. C'est ça. Et c'est quelque chose que, lorsqu'on est joueur, qui fait du bien à entendre, qui fait plaisir. Donc on discute et on joue le premier match contre Brentford. On perd 3-1, mais je fais un très bon match. On joue ensuite face à Wigan. Brentford-Wigan, ouais. 2-2. Je fais un bon match, sauf qu'à la fin, il reste 10 minutes et je marque contre encore. Et mis à part ça, mon match était vraiment même meilleur que le premier. Et donc, le lendemain du match, moi, je fais que repenser à ça. Et surtout, après les matchs, moi, je dors pas. Encore plus quand je fais pas une bonne perf. Tu cogites, tu revois tout le match dans ta tête. C'est ça. Et donc, je crois qu'on avait joué dans l'après-midi. Et j'attendais avec impatience que le match se mette sur Westcoot, parce que moi je suis tout le temps sur Westcoot après. C'est vrai. Et donc j'attendais pour revoir mon erreur. Et moi, il y a une question, je me permets de t'interrompre. Il y a de mémoire, à Saint-Étienne, tu alternes entre défense à 4 et défense à 3. Ouais, tout à fait. Et au Havre, tu étais dans une défense à 4. C'est ça. Et à Middlesbrough, tu retournes dans une défense à 4. Est-ce que ça a joué sur ta performance? Est-ce que le manque de repères sur j'alterne défense à 3, défense à 4, c'est pas le même poste, c'est pas les mêmes demandes, est-ce que ça a pu jouer sur tes éventuelles contre-performances? Oui, c'est possible. Franchement, c'est possible. Même, je pense que oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans une période où on est déjà pas bien, changer totalement de repères, forcément, ça n'aide pas. Donc, oui, non, je pense que c'est clairement ce que je me suis dit. Tu vois, moi, je te vois, t'es un défenseur d'espace.
Tu vois, t'adores ça, de sortir, harceler le porteur, lui mordre les genoux, et ensuite tu redescends, tu couvres la profondeur. Et c'est vrai que dans une défense à 3, c'est des déplacements beaucoup plus fins, beaucoup plus ténus, beaucoup plus de communication. Et quand tu viens d'arriver dans un club, bah, ouais, c'est pas la même chose. Donc tu te relances à Middlesbrough grâce à un coach qui te désire. Il n'y a pas que des bons résultats, faut être honnête. Exact. Collectivement. On est même jusqu'à l'arrivée du Neil Warnock, on est très mal. Ouais. Mais mes performances individuelles sont. Toi, t'es satisfait de ce que tu fais? Moi, je suis assez satisfait de ce que je fais. Je sais qu'on joue, en plus, on joue pas n'importe qui, on joue Leeds, on joue Nottingham Forest, en tout cas, on joue des clubs qui sont bien classés, Brentford. Et à chaque fois, je fais plus ou moins je fais même des bons matchs. Les 3/4 du temps, je fais des bons matchs. Et donc, je reviens à Saint-Thé. Toi, mentalement, t'es plus fort. Ouais, en plus, il y a un truc, la plupart des gens l'ignorent, mais en fait, en Premiership, tu joues tous les 3 jours aussi, parce qu'il y a 24 équipes. Exact. Et en fait, t'enchaînes, donc le rythme, tu vas le récupérer, tu rattrapes tout grâce à ça aussi. C'était un bon choix, ce Premiership. Également pour ça, pour habituer ton corps à la répétition des efforts. Et c'est l'une des, justement, lorsqu'on parlait avec ma famille et mes agents, justement, c'est l'une des choses qui m'a fait basculer vers le championnat des Championship. Ah ouais, c'est ouf. Le fait que je t'avais faim, quoi. C'est ça, je pouvais enchaîner les matchs, je pouvais jouer beaucoup plus de matchs que si j'étais resté dans un club de Ligue 1. Et donc tu reviens à Saint-Etienne plein de confiance. Tu pars pas forcément titulaire, on est d'accord? C'est ça. Dans un premier temps, il y a Wesley Fofana devant toi. Tout à fait. Comment elle se fait cette transition? Parce que j'imagine que dans ta tête, transfert ou pas transfert, va falloir que tu gagnes ta place. Ah oui, tout à fait. Donc t'abordes comment la saison, toi? Bien. Franchement bien, parce que... Tu sais qu'il est devant, mais t'as pas peur. C'est pas que j'ai pas peur, mais c'est que... Enfin, non, j'ai pas peur. Mais c'est que... non, mais c'est surtout que... mentalement, je suis bien. Le club, je le connaissais. Je revenais bien. Tu fais un bon match, je crois, contre Bordeaux en amical. C'est ça. Même avant ça, il y a les matchs de préparation. Et je reviens peut-être 10 jours avant la finale de Coupe. Ouais. De Coupe de France. Et je fais 2 très bons matchs de prépa. Et en fait, après ça, je me dis, ouais, c'est bon. C'est bon. Là, Harold qui était en Angleterre, c'est bon. Ouais, il a pas disparu. C'est ça. Meet the new Harold. Et donc, non, c'est quelque chose qui me met tout de suite en confiance. Et voilà, après, les autres matchs, je ne ferai pas. Il y a la coupe aussi où je rentre, où je fais une performance correcte, je fais un match correct. Ensuite, je me blesse. Je me blesse même avant Paris, pour te dire, je me blesse avant le match de Paris. Mm-hmm. Je me fais une fracture de la côte, mais je joue avec Paris et je joue avec les 2 matchs de préparation qui suivent. Sauf que après ça, la côte ne répondait plus. Je pouvais même plus marcher. Ouais, tu t'as des difficultés pour respirer, c'est insupportable. Tu peux pas dormir. Exactement. Je pouvais pas dormir. Ouais. En fait, t'as tout dit, voilà, c'est exactement ça. Mais ça change tout. Donc, pendant 5-6 jours, je suis chez moi, je peux rien faire. Et sauf que le championnat approche et que moi je suis pas là. Et là, ça cogite à nouveau, quoi. Non, même pas, mais je me dis mince. Les matchs de prépa, j'étais titulaire. Je me blesse. T'es dégoûté. En sachant que, c'est ça. En sachant que moi je suis quelqu'un qui, je me blesse jamais en fait. Dieu merci. C'est ce que j'allais te dire en fait. Je me blesse pas. Cette saison, par exemple, j'ai loupé les 3 premiers matchs parce que j'avais ma côte. Mm-hmm. Et après, la seule chose qui m'a éloigné du terrain, c'est le Covid. C'est suspension, non? Et les suspensions, Covid et suspension. Mais malgré tout, je suis confiant et je sais qu'à un moment donné, je vais jouer et je vais devoir saisir ma chance. Mm-hmm. Et donc, voilà, je rejoue et je fais plutôt des bons matchs. Et c'est vrai que depuis, je fais plutôt de bonnes performances. En tout cas, t'es trop humble pour le dire, mais moi je vais te le dire, tu fais une saison extraordinaire.
de mon point de vue. Je regarde. Extraordinaire, je sais pas. Je dirais pas Franchement, extraordinaire. Je sais que je fais, dans l'ensemble, je fais une bonne saison, je fais des bons matchs. Après, me connaissant, je sais que je peux faire encore mieux. Moi, je prends un truc, c'est le contexte. Et le contexte stéphanois est vraiment pas évident. Vous êtes cherché dans Claude Puel. Moi, c'est un entraîneur que, d'un point de vue extérieur, que j'affectionne. Il amène des idées de jeu très précises et ça met du temps à se les inculquer. Elles sont risquées parce que tu vas presser, on va le voir tout à l'heure, tu vas presser très très haut et du coup tu peux être pris dans ton dos. Et vu tout ce contexte-là, je peux te dire que en tout cas moi c'est mon avis, tu fais une très très bonne saison. Je vais rebondir. Est-ce que ça c'est une question d'un gars sur Twitter, il demande est-ce que Loïc Perrin a joué un rôle dans ton intégration? Oui, ouais forcément. Mais en fait, ton futur président. Non, mais en fait, j'écoutais énormément. J'écoutais énormément tout ce qu'il pouvait me dire, tout ce qu'il pouvait faire. Et c'est pareil pour Mathieu Debuchy avec qui je joue actuellement. Ce sont des joueurs qui, forcément... Intelligence de jeu remarquable. C'est ça, force le respect. Moi, ils m'impressionnent parce que ils ont un certain âge et pourtant, oui, sur le terrain, ça se ressent pas, comme tu as dit, parce que... De fou. Et Loïc Perrin, je crois que la plupart des gens l'ont oublié, mais il était au port de l'équipe de France pendant très longtemps. Il y a Arsenal qui lui a fait la course pendant très longtemps aussi. Et non, énorme respect pour lui. Il y a une question que je voulais te poser. Je pense qu'on te l'a déjà posée. Moi, je voulais un peu avoir ton avis, tu sais, un peu dévié du foot. Tu as fait tes classes jeunes en équipe de France. Maintenant, tu es international malien. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de cette décision et surtout tu vois, il y a trop de débats toxiques, nocifs là-dessus où faut choisir un pays et ils comprennent pas que en fait tu peux avoir deux cultures et qu'on s'en fout. Exactement. Tu vois que tu vas pas te couper en deux. Tu es ces deux personnes là quoi. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de ce rapport à ton identité, à ta culture. En fait, j'ai toujours grandi avec cette culture camerounaise, mais j'ai envie de dire occidentalisée. Parce que voilà, Bref, t'as grandi en France, donc forcément, c'est impactant. Hein. Et mes parents ont toujours fait en sorte de me faire garder, vos racines. Nos racines, c'est ça. Sachant que toi, tes parents sont camerounais. Les deux, oui. Ok, ils ont la nationalité française, j'imagine maintenant, mais bon, ils sont camerounais de naissance, de culture. Tout à fait. Okay. Et donc, moi, j'ai toujours, et je le dirais toujours, dit que je suis fier d'être français, mais je suis encore plus fier d'être camerounais. J'ai grandi, voilà, avec cette culture. Et lorsque j'ai été appelé avec les équipes de jeunes de France, j'ai toujours été très très fier. C'est toujours été un honneur, une réelle fierté de représenter la France. Et je sais qu'il y a ces débats aussi parfois. Moi, j'ai toujours chanté la Marseillaise parce que pour moi, c'était quelque chose de fort. Même si après. C'était une partie de toi, en fait. C'est pas besoin de faire semblant, quoi. Ne pas chanter la Marseillaise, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, loin de là. Ah oui, c'est clair. C'est pas une preuve qu'on est français de la chanter aussi. Exactement. Mais voilà, c'est pour dire que chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, toi, tu t'es toujours senti français. C'est ça. Mais pas que. C'est ça. Et dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, il fallait que je repasse de l'autre côté. Pas parce que je me sentais pas français, mais parce que je me suis toujours senti plus camerounais peut-être. Mais en étant vraiment fier d'être du côté, d'être aussi français. C'est compliqué à expliquer. Ouais, mais t'inquiète, moi je te comprends. C'est compliqué à expliquer, mais je me suis toujours dit qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, il fallait que je rebascule. Mais c'est peut-être aussi pour rendre super fiers tes parents, parce que tu savais que... Aussi. Et surtout parce que je me disais, mince, mes parents sont camerounais. Moi, j'ai jamais vécu au Cameroun. Ouais, je connais pas cette partie-là de leur vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais
qu'est-ce que je fais pour le Cameroun à un moment donné? Parce que je fais des choses pour la France. Tu payes tes impôts. Non, mais, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais pour le Cameroun? Parce que je suis à la fois camerounais, mais français aussi. Donc, ouais, je fais des choses pour la France. Voilà, j'essaie de faire des dons à des associations dès que je peux et tout ça. Mais il fallait que je fasse quelque chose pour le Cameroun. Et ce qui est très important, c'est, à travers ton explication, c'est qu'à zéro moment, c'est une décision sportive du type, allez, j'ai aucune chance en équipe de France, vas-y, je veux avoir une petite carrière internationale. Tu le désires. Tu désires vraiment porter ce maillot, quoi. C'est profond. Ouais, c'est vraiment un choix du cœur. Et en fait, la chose qui me décide, enfin, pas qui me décide tellement, mais qui me poussait à ça, c'est que moi, mes premiers matchs que je regardais, c'était en cassette de la Coupe du Monde 90. Avec le match d'ouverture face à l'Argentine, où le Cameroun bat l'Argentine, et le but de François Mambic. Et en fait, c'est des choses qui m'ont toujours fait vouloir porter à un moment donné le maillot camerounais. Ah, c'est un rapport émotionnel, en fait. C'est tes premières émotions. C'est vraiment pas sportif, c'est au-delà du sportif. Ouais, c'est vraiment au-delà du sportif. J'ai envie de rentrer dans le pur foot. J'espère qu'il te reste un peu de temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ok. On va passer tout de suite. Je t'ai envoyé des images sur WhatsApp. Okay. En fait, j'ai regardé plusieurs de tes matchs pour bosser l'interview. Au début, je me suis dit, je vais parler de Paris. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais contre Paris, tu perds aucun duel défensif. Je sais pas. Tu as 100% de duel défensif. Et c'est un truc de ouf, tu vois, on le voit rarement. Il y a Lille aussi, où tu fais un match statistiquement incroyable, parce que tu as 83% ouais, de duels remportés et 100% de duels aériens. Et en fait, il y a le match de Nice que j'avais vu en direct, et je t'avais trouvé un peu plus en difficulté. Et du coup, je me suis dit c'était peut-être un peu plus intéressant de parler de ça, justement pour que toi, tu m'aides à décortiquer certaines de tes actions et que tu me dises, voilà, quel choix tu as fait, pourquoi, et que nous, en tant que spectateurs, ça nous informe aussi sur tous les aspects et tout ce que tu dois prendre en considération pour prendre une décision. Tu sais, sur ton canapé, c'est super facile. Hein. Je sais pas si t'es sur la première image. Je suis sur la première. Ok, donc là, c'est une séquence, j'ai envie de dire, très iconique de Saint-Étienne, où sur un renvoi, que ça soit 6 mètres touche, on investit le camp adverse. T'es sur Gouiri, je crois. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle sur cette touche-là, sur la première action? En fait, là, faut à la fois je peux regarder le ballon, faut que je sois proche de Gouiri, mais il faut aussi que, si jamais je me fasse lober, que je puisse aller jouer les 2 contre 1 avec Seydoussou qui est au contact avec Dolberg, en sachant que dans ces moments-là, quelle que soit l'équipe qu'on joue, on est très souvent 1 contre 1 derrière. Voire en sous-nombre, parfois. Voire en sous-nombre même parfois. Après, bon, c'est justement, moi, mon but, de faire en sorte qu'on ne soit jamais en sombre. Bien sûr. En essayant d'appeler certains joueurs, en coulissant bien avant que le ballon arrive. Mais, donc là, dans ces moments-là, donc c'est, première des choses, être au contact de Gouiri. Passe aussi l'info aux attaquants qui doivent aller presser. Ok. Pour empêcher. T'es leurs yeux dans leur dos, quoi. C'est ça, exactement. Et faut que je pense justement à pouvoir être proche du Gouiri pour l'empêcher de se retourner et de nous faire reculer. Et faut que je pense aussi au fait que si je me fasse, si la balle passe au-dessus, que j'aille jouer les 2 contre 1. Faut que tu sois aussi en couverture. C'est ça, avec Dolberg. Même si le coach dans cette situation, et ce qui est bien précis à sa manière de jouer, si jamais je me fais lober et que le ballon arrive sur Dolberg, il ne veut pas que je prenne la couverture de Seydoussou, il veut que j'aille justement jouer les 2 contre 1, c'est-à-dire le fermer, l'empêcher de remiser, en fait, de le prendre ensemble. Ok, c'est super intéressant. En fait, il faut que tu annihiles l'action, tu dois pas anticiper une chose, tu dois la bloquer, quoi. C'est ça. Ok, et souvent il y a une répartition des rôles entre les centraux, tu vois, je te donne l'exemple du Real Madrid parce qu'il est super parlant, avec Sergio Ramos qui vient chasser très très haut le joueur dos au but, et un Varane
qui couvre la profondeur. De ce que tu me dis, c'est pas aussi défini à Saint-Étienne où les deux défenseurs doivent faire les deux en fait. C'est ça, exactement. Ok, c'est super intéressant. Du coup, on peut avancer à l'autre image où il y a une passe un petit peu lobée mais courte. Je sais plus c'est sur qui, sur Hassan Kamara, je pense. C'est Hassan Kamara, ouais, qui pousse un peu son ballon et j'interviens. Tu fais intervention et là on voit que il y a 10 secondes qui se sont écoulées, mais on va pas le voir avec l'image, mais tu gicles en 2 secondes quoi. En fait, t'as pris l'info, tu vois qu'il est dos au but. Il faut que tu l'empêches de se retourner. J'imagine que c'est ça la consigne. En fait, non, si je me trompe pas sur cette action-là, parce que je crois que l'arbitre siffle faute alors. Ouais, il siffle faute, il y a pas faute, il y a rien. En fait, je crois que c'est Hassan Kamara qui arrive à se sortir de la pression. C'est ça, de la pression de Romain Mouma, je crois, ou je sais plus c'est qui. Ou Nordin peut-être. Je crois que Nordin peut-être, ouais. Sûrement. Et donc il pousse un peu son ballon. Et c'est vrai que là, dans ce moment-là, ça va très vite parce qu'en moins d'une demi-seconde, tu dois savoir si soit tu sors et vas faire l'intervention sur le joueur. En fait, tu dois être sûr de l'avoir parce que là, tu lâches courir. C'est ça. Ou si tu suis justement l'attaquant. Et donc, ça va vite. Et après, bon, c'est l'instinct, j'ai envie de dire aussi, c'est la confiance. Ouais, totalement. Parce que lorsqu'on n'est pas en confiance, le premier réflexe, ça va être reculer et de suivre l'attaquant. Et il y a de la confiance et pour moi il y a aussi de la lecture de jeu. Moi, c'est ça, oui. Enfin, oui, bien sûr. J'ai vu, du coup, je te dis, j'ai regardé, je sais pas combien d'actions de toi, mais dans la lecture, dans l'appréciation des trajectoires, c'est lourd ce que tu fais quoi. T'es très souvent dans le bon timing. Et là en l'occurrence ça m'a vachement impressionné parce que comme tu dis en fait c'est ça qui est fou, c'est que dans le foot tu dois réfléchir sans penser si tu penses c'est trop tard, donc tu dois deviner la situation en qui arrive. Donc ça veut dire que comment ça se passe dans ta tête, tu dis c'est de l'instinct, mais l'instinct il vient de quoi? Il vient de tu as vécu cette situation 10 000 fois. C'est exactement ça. C'est l'expérience en fait, l'instinct. En fait on peut plus réfléchir. On doit réfléchir sans réfléchir comme tu as dit. C'est ça. Mais c'est le fait de vivre les situations, de les répéter. On apprend parfois même en ne faisant pas le bon geste ou le bon choix, on apprend. Et c'est sûrement une situation que j'ai dû vivre cette saison peut-être 5-6 fois. Ouais. Et donc à force, sur le coup, on ne réfléchit pas, on sait que c'est ce qu'il faut faire pour justement annihiler ouais, non mais totalement. Et puis il y a un mix, et c'est là-dessus que j'ai envie d'avoir ton avis aussi. Il y a un mix entre l'expérience et l'inné, dans le sens où un garçon comme Wesley Fofana, qui a malgré tout 19 ans, dans ces situations-là il est excellent et tu vois il est meilleur que des défenseurs de 30 ans qui ont 10 saisons et qui ont vécu qui ont beaucoup d'expérience. Donc toi tu le calcules comment, le truc de j'ai appris ou en fait c'est quasiment en moi. C'est quoi la proportion? En fait, j'ai envie de dire parfois c'est en nous parce que nos qualités intrinsèques, nos qualités intrinsèques nous permettent justement de répondre plus facilement à telle ou telle situation. Et peut-être que moi, sûrement sur cette situation, je préfère avancer plutôt que reculer par rapport à moi, ce que je préfère. Totalement, parce que tu as confiance aussi dans tes qualités, dans ta vitesse, dans ta percussion. C'est ça. Je sais que là, sur cette situation, je vais être plus performant si je prends le duel de face que si je dois reculer et gérer peut-être un 2 contre 1. Défendre en recul frein, c'est pas ton truc. C'est ça. Beaucoup moins que défendre en avançant. Totalement. Et c'est aussi là-dessus, et je pense que peut-être qu'on en reparlera pas aujourd'hui, mais une autre fois, j'espère que ça doit jouer dans ta décision de carrière dans quel projet de jeu je vais m'inscrire, parce que si toi tu défends si toi on te dit tu seras en bloc bas maintenant, tu mets le bus et tu renvoies des centres et tu gères uniquement la couverture en recul frein, ça va pas t'intéresser en fait comme footballeur. Ouais, tout à fait. Donc faut prendre tout ça en considération. Bien sûr, tout à fait. Deuxième situation. Et c'est justement, excuse-moi, c'est justement pour ça que quand je vais à Boro, c'est un peu pour ça. C'est que moi, je parle avec le coach, il me dit ce qu'il veut faire. Et justement, dans ce que lui voulait faire, c'était
moi, ça me correspondait plus par rapport à mes caractéristiques. Même si après, il y a certains paramètres de jeu en Angleterre qui font que on doit défendre d'une autre manière qu'en France. Par exemple, lorsque le ballon est sur le côté, très souvent en Angleterre, tu sais que ça va centrer. Encore plus face à certaines équipes. Alors que quand tu joues face à des équipes, j'ai envie de dire comme Paris ou Lille, tu sais que ça va chercher à combiner. Je dis Paris-Lille, mais même Brest, même Lens, tout à fait. Tu sais que ça va chercher plutôt à combiner. Absolument. Ouais. Et c'est vrai que toi, ça doit être quelque chose d'important de sortir aussi un peu de ta zone de confort, parce que tu pourrais très facilement te dire, vas-y, j'attends les ballons dans la surface, et puis comme je suis grand, que je suis bon de la tête, je vais chasser tout ça, mais c'est pas très enrichissant pour la suite de ta carrière. Du coup, troisième image, c'est toujours sur une touche. Je suis un peu toqué par les touches, je sais pas si tu as remarqué, si tu suis le compte, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, là, t'es au marquage de Dolberg. Enfin, c'est ton joueur, disons. Mais tu veux pas être derrière lui parce que tu veux pouvoir justement défendre en avançant. J'imagine si Lesmelou ou si Gouiri arrive à se retourner. C'est ça ta réflexion? C'est exactement ça. Et surtout, là, je vais jouer en 2 contre 1. Parce qu'on est à 2, en fait, il y a Seydou Sow qui est derrière moi. Enfin, qui est derrière Dolberg. Bien sûr. Et le truc, c'est justement être prêt si jamais Gouiri arrive à passer dans le dos de Debuchy, être prêt à pouvoir sortir sur lui. Et si jamais moi, je me fais lober... De toute façon, il était en couverture. C'est ça. Il y a Sow qui est avec moi. Et jouer en 2 contre 1, justement, avec... Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que toi, tu veux pas jouer le 2 contre 1 avec Dolberg, tu veux jouer le 3 contre 2 et être le joueur central du 3 contre 2, en fait. C'est à peu près ça. Ouais, ok, super intéressant. En sachant que, par rapport à mes caractéristiques, et celles aussi de nos partenaires, on sera plus à l'aise comme ceci. Je sais que c'est un bon joueur de la tête, donc c'est compliqué aussi de le lober. Et si jamais il se fait lober, sûrement que Gouiri sera proche de moi. Donc tu pourras intervenir plus facilement. C'est ça, donc il sera dans ma zone. Et inversement, c'est compliqué de me lober, mais si jamais il se fait lober, je sais qu'il y a Seydou Sow, qui est aussi un très bon joueur dans le duel, qui sera proche de moi, et donc on va pouvoir le faire mettre. Okay. Et ça, généralement, là, t'as pris cette situation-là, en fonction de la personne que tu as en face de toi. En fait, il n'y a pas de règle, c'est ça que tu dis. C'est que on s'adapte à chaque fois. C'est ça, il faut s'adapter à son partenaire, à son adversaire aussi, mais surtout aux qualités de son partenaire. Si je sais que mon latéral est pas spécialement bon de la tête, mais plutôt rapide, tu vas te rapprocher parce que lui pourra couvrir la profondeur. Ok. Du coup, on enchaîne. Il y a Dolberg qui te passe devant. C'est ça. Et qui remise en une touche pour Gouiri. Moi, ma question, c'est, est-ce que c'est désiré? Parce que, instinctivement, j'ai vu l'action, j'ai dit, est-ce que il aurait pu éviter que Dolberg s'installe, tu vois, sans faire faute, forcément, mais tu vois, en le gênant davantage, qu'il puisse pas contrôler le ballon? Est-ce que c'est un manque de communication de Sow, qui te dit pas qu'il va te passer devant toi et du coup, t'es surpris? Et voilà, comment elle se passe, cette action? Alors, en fait, Dolberg, c'est un excellent joueur, en tout cas, enfin, oui, c'est un excellent joueur. Dans ses déplacements, il est incroyable. C'est un serpent, c'est incroyable. Il reste les 3 quarts du temps dans ton dos, et soit il plonge, ou soit il décroche. Ouais. Et on le voit, très souvent, on le voit au dernier moment, et c'est des déplacements invisibles. Alors, les supporters, ils ont l'impression qu'ils bougent jamais, mais non. Exactement. Et alors qu'il fait quasiment que ça. Ouais. Il fait quasiment en fait, il te met une pression tout le temps. Il fait un nombre d'appels incalculable. Partie des genres de joueurs. Mais c'est des petits appels. Hein. Ouais, je sais. Qui très souvent se font reculer, ou qui... Mais qui te déstabilisent tout le temps, ils te rendent pas tranquille. C'est ça. Et c'est vrai qu'il est très bon aussi dans le jeu de remise. Et donc là, on est encore en début de match. Mais donc ouais, il passe devant. À partir de là, le but, c'est qu'il le remise. Qu'il remise simplement. Ok, toi, ton but, c'est faut pas qu'il se retourne. C'est ça, c'est exactement ça. Faut pas qu'il se retourne. Ok. Et le truc, c'est que
cette situation-là, je vais la voir, où il était au jeu sur moi, je vais la voir à plusieurs reprises. Mais en fait, on est tellement ouvert qu'à partir d'un moment, moi, mon but, ça va plus être qu'il remise simplement, mais plutôt de retarder sa remise, de le faire contrôler et remiser. Parce que je sais que sur le contrôle, s'il contrôle, bah, certains de mes coéquipiers vont avoir certains de mes coéquipiers vont pouvoir revenir. Là, sur cette situation, c'est le début du match, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que, bah, dans ma tête, c'est juste qu'il remise. Et puis. On s'adaptera, quoi. Et puis, c'est ça, on s'adaptera. Et au fur et à mesure, en fait, je crois que cette situation. Elle s'est présentée, mais franchement, elle s'est présentée 10 fois dans le match. Le nombre de duels que tu as fait avec lui. C'est ça. Et le but, c'était qu'il est super bon dans le jeu. Donc, en fait, le truc, c'était de faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer en une touche, éviter qu'il joue en 2 touches, mais presque en 3, pour pouvoir permettre à mes coéquipiers de revenir. Parce que très souvent, lorsqu'ils remisent, on n'était pas en sous-nombre ou quasiment. Non, ouais, vous étiez bien. Donc, surtout qu'ils jouaient bloc bas. Ils jouaient pas ce jeu. Ils jouaient sur le genre pas ce jeu, pardon. Et on était en situation de déséquilibre ou en 4 contre 3. Et c'était difficile pour le milieu de terrain de revenir. Et donc, au fur et à mesure, à chaque fois que cette situation arrive, moi, mon but, c'était de faire en sorte qu'il contrôle, qu'il retouche le ballon et qu'il joue vers l'arrière. Pour faire gagner du temps à mes partenaires. Et ça fait partie du plan de match? Je veux dire, il y a le coach adjoint qui t'en parle, ou c'est toi qui... Ok, d'accord. Non, ça c'est... Sur le terrain, en fait, il y a des moments où toi, tu sens les choses, mais que limite, t'es presque le seul à... Non, je comprends. Du moins, vu que c'est toi qui vis la chose, t'es le seul à y penser. Et justement, à un moment donné, je suis persuadé qu'il a réussi, et je sais pas si t'as cette image où justement, il me contrôle. Ouais, je l'ai pas mise. Mais en fait, il fait le contrôle, il fait semblant de la donner. C'est ça. Et toi, tu lui laisses 50 cm, et il se retourne, et là, tu fais faute, tu prends jaune. Tout à fait. Et cette action-là, ensuite, mon coach me dit, cherche pas à la récupérer. Mais je lui dis, je cherche pas à la récupérer. Je lui dis, justement, je cherche pas à la récupérer, et je cherche plus à la récupérer, parce que je sais que c'est impossible. Ou quasiment impossible. Ouais. Parce qu'il a un très bon jeu de corps, et techniquement, c'est très, très propre. Et en fait, c'est là qu'il est tellement difficile à défendre, parce que en fait, quelque part, il apprécie que tu le colles. Dans le sens où il se sert de ta pression pour t'enrouler, pour t'endormir, etc. Alors que je pense que c'est un joueur, mais après, ça, c'est pas de ta responsabilité, mais si t'es dans un plan de match où tu lui laisses l'opportunité de se retourner et de progresser balle au pied, il est quasiment moins dangereux. Mais ouais, parce que à la course, c'est pas ça. Tu vas pas te mettre un sprint sur 30 mètres, jamais. Et je crois qu'on est une situation comme ça où justement je suis loin, donc je peux pas le serrer. Ouais. Il se retourne et il est en galère. Et il temporise. Ouais, non, mais c'est pas étonnant. Et au final, c'est vrai que mes coéquipiers reviennent naturellement. Mais dans certaines situations, c'est compliqué à faire. Là, je le fais parce que il est vraiment isolé au départ. Il est isolé, on est à 2. Je crois que c'est ceux qui est pas très loin de moi. Et lui, il est seul. Oui, puis c'est le jeu qui demande ça. C'est ça. Du coup, 4e image. 4, j'ai mal compté. Ouais, 4. 5e image. Où tu coupes un dégagement. Je crois que c'est un dégagement de défenseur où il y a la presse d'Amouma et de Buchy, là on voit à droite. Et t'as le souci de bien faire, tu veux la remettre à Neyou pour attaquer, et en fait tu rates ta tête. Donc on peut passer à l'autre image. Et ça peut partir en transition et il la joue pas. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il la joue pas, mais il y a un surnombre à droite incroyable. Et ça, c'est pour moi un type de situation assez dur. Tu vois ta position, comment t'es quasiment à 1 mètre du sol, où tu sais, j'imagine que t'hésites entre le genou, le pied, la tête. Ouais, et après, surtout, je crois qu'à ce moment-là, tu avais le soleil et tout ça. Ah, ok, t'es gêné. Ouais. Mais tu vois, par contre, ce genre de situation, s'il y a but derrière, c'est moi le responsable, tu vois. Pour moi, sur ce genre de situation, je te dis qu'il y a le soleil, mais en soi, qu'il y ait le soleil ou pas, je dois permettre à Yvan d'avoir le ballon, en tout cas, je dois réussir à le remettre dans de bonnes conditions
pour qu'il puisse se retourner. Et c'est presque une belle situation d'attaque s'il se retourne. Mais totalement, ouais. Parce que dans ces moments-là, parfois, les défenseurs adverses, ils sont pas trois quarts, ils sont pas pieds à plat sur les talons. Donc, parfois, en jouant par-dessus la défense adverse, tu permets à ton attaquant. Ah, de fou. Second ballon. C'est ça, exactement. Là, on segmente trop attaque et défense. Et en fait, on se rend pas compte que si t'attaques mal, tu défends mal. Et si t'as une mauvaise occupation de l'espace, tu pourras pas contre-presser. Parce que si t'as les mêmes couloirs qui sont surchargés, si t'as pas une structure offensive avec un joueur dans chaque zone, en fait, il y aura des zones libres et tu pourras pas presser, tu vas prendre une transition. On enchaîne sur la dernière image. Là, c'est donc 35e. Camara fait un centre en retrait pour Gouiri. Moi, j'ai pas du tout d'avis sur cette action parce que je l'ai revu plusieurs fois. Et en fait, tu plonges sur le centre de Camara parce que vous êtes en 2 contre 1 avec Dolberg et qui peut attaquer le premier poteau. Donc c'est normal que tu y ailles pour moi. Mais par contre, du coup, y a personne sur Gouiri et potentiellement on peut te le reprocher. Et donc je voulais savoir ton analyse de cette action. Tu vois, cette action, je te rends pas, je vois pas Gouiri au départ. Et c'est ma première erreur de pas voir Gouiri. Et donc, moi... Il est dans ton dos. Toi, t'attaques le premier poteau. Tu crois que Camara va centrer. Tu sais que Dolberg est dans ton dos. Tu attaques. C'est ça. Ouais. Mais donc, là, comme je te dis, pour moi, la première erreur, c'est de pas voir Gouiri. Parce que si je le vois, je peux parler, je peux faire quelque chose qui va permettre... Je peux feinter Camara. Je peux faire quelque chose qui va permettre peut-être de faire en sorte qu'il ne reçoive pas le ballon, alors que s'il le reçoit, je sois près de lui. Si je le feinte, peut-être si je feinte Camara, si je fais mine... Appel contre appel, en fait, pour remonter. C'est ça. C'est ça. Même si, avant ça, au moment où la balle va vers lui, je fais mine de rester vers Gouiri, peut-être qu'il contrôle. Je suis d'accord, mais encore une fois, ma lecture, elle est s'il y a une responsabilité à pointer, je comprends ce que tu me dis. En amont, il y a peut-être... tu vois, il y a peut-être une situation de pompier où tu dois faire un appel contre appel, où tu dois feinter. Mais malgré tout, c'est au 6, quand même, d'être un peu plus proche. Parce que toi, c'est normal que tu sois en 2 contre 1 avec Dolberg. Encore une fois, tu peux pas laisser ça tout seul. Donc, ça me choque pas. Alors, on va passer sur un autre sujet. Franchement, la discussion, j'espère que tu passes un bon moment. Mais en tout cas, moi, je me régale. Mais du coup, on prend beaucoup de temps et je veux pas te niquer ta soirée. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Moi, j'aime beaucoup parler foot. Bon, c'est génial. Je t'ai demandé tout à l'heure quelle était ton idole actuelle, enfin ton idole, c'est un bien grand mot, mais une source d'inspiration. Et tu m'as dit, parmi tant d'autres, Koulibaly. Et du coup, j'ai dressé vos 2 profils statistiques. Et j'aimerais que tu me dises, là, d'instinct, pour toi, qu'est-ce qui te sépare d'un mec comme Koulibaly, où tu m'as parlé de Boateng, tu m'as parlé de Van Dijk, et ça va être, à mon avis, à peu près les mêmes sujets. Il y a des choses où, à mon avis, t'es très proche d'eux. Il y a des choses où t'es un peu plus éloigné. Et pour toi, c'est quoi ces axes d'amélioration? La prise d'initiative dans la balance, déjà, c'est à tous, je pense que c'est de leur force. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, que je fais moins à Saint-Etienne. Oui, déjà, c'est de leur force. Après, non, dans le jeu, je pense que je suis plutôt bien. Je dirais peut-être aussi la gestion de la profondeur. Mais Boateng, j'ai toujours trouvé qu'il gérait par rapport à son gabarit, à son profil et tout. Il gérait plutôt bien la profondeur. Et puis on est aussi sous le charme. En fait, tu sais, dans le foot et dans la vie en général, on a des biais affectifs. Et Boateng est un joueur tellement élégant, tellement soyeux qu'on lui pardonne beaucoup de choses aussi. Tu sais, on n'est pas très objectif avec lui parce qu'il est magnifique à voir. Je te jure, c'est vrai. Vraiment. Et ok, alors moi j'ai 2 choses. Je t'envoie tout de suite sur WhatsApp du coup ce que j'ai fait, et on va voir ensemble
du coup, là où vous êtes très proche et là où vous êtes un peu plus éloigné. T'es dessus? C'est bon. Ok. Bon, au-delà du poste, lui joue à gauche, toi tu joues à droite, mais finalement c'est assez anecdotique dans le sens où ça dépend le profil et ça dépend le. Et moi je suis d'accord, il y a des points de concordance. On peut voir sur les duels défensifs, t'es devant. Ça se joue à peu de choses, mais en nombre de duels défensifs gagnés en pourcentage, t'es devant. En duel aérien, t'es devant. Et là, pour le coup, t'es pas qu'un peu devant. Tu as quasiment 10% de plus de duels aériens gagnés face à lui. Alors certes, tu joues pas contre Zlatan, mais lui non plus, il joue pas contre Zlatan tous les week-ends. Le nombre de tacles glissés, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mesure qui est super intéressante. Parce qu'en fait, il y a plein d'interventions qui t'as pas besoin de tacler. Et d'ailleurs, t'es meilleur en ne taclant pas. Parce que tac, c'est un peu désespéré, tu vois. Exactement. En nombre d'interceptions, il est devant toi. Une de plus. Et là, pour moi, c'est la vraie différence. Et c'est ce qui te sépare d'un top défenseur. C'est l'apport offensif. Et c'est les courses progressives, t'en fais très très peu. C'est-à-dire là, tu sais, la conduction. Il y a personne devant moi, j'avance. Tout à fait. Très 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 souvent, tu vas donner, même s'il y a l'espace devant toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que c'est un choix tactique? Est-ce que t'es pas à l'aise? C'est vrai que, non, moi je trouve, déjà de base, c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins naturel chez moi, mais que je faisais quand même plus au Havre, tu le faisais? Que là. Sûr. Voilà, que je faisais plus au Havre que là. C'est vrai aussi que le coach préfère défensivement, ou du moins lorsqu'on n'est pas, il préfère qu'on fasse circuler plutôt qu'on porte. Ok. Ça, c'est intéressant. De ses préférences. Mais sans te mentir, je te dis pas que moi personnellement, je pense que je devrais plus le faire. Et tu te sens capable, tu sens que t'as la conduite, tu sens que t'as la maîtrise du ballon quand tu percutes. Oui. Et d'ailleurs, c'est l'un des comment dire, un des aspects sur lesquels mon père me sermonne tout le temps. Bon, c'est bon, on est d'accord avec ton père. Ok, ça c'est le premier point, et ça c'est dans le jeu de position. Tu me parlais tout le temps des grandes équipes et tout, on sent que t'as une culture, c'est la base en fait, il y a un espace, tu le prends. Pourquoi tu vas donner alors que tu peux aller fixer, et donc tu peux sortir un joueur de la ligne à venir sur toi pour créer un décalage, et ça en France on le voit un petit peu moins. Alors à Monaco on le voit beaucoup. Monaco est très fort dans le jeu de position, et tu vois bien que même un joueur comme Maripane, il progresse avec la balle, c'est assez impressionnant. Voilà. Et la deuxième chose, pour moi, c'est la passe, et pas forcément la passe courte. Alors là, tu vois que t'as beaucoup moins de passes vers l'avant, mais c'est aussi lié au projet de jeu Napoli, où la relance, elle est super importante. La relance, elle doit casser des lignes, un peu moins à Saint-Etienne. Mais surtout ton jeu long. Tout à fait. Ton jeu long, là, on voit que t'es quand même à 2 passes seulement longues par match, quand Koulibaly il est à 7, et t'as un pourcentage de réussite qui est inférieur à 50%. Tout à fait. Comment tu le vois, ça? Est-ce que tu penses que c'est... Je crois que c'est peut-être mon plus grand axe de progression, en tout cas l'un des plus grands axes de progression actuellement. C'est pareil, encore une fois, mon père me le dit très régulièrement. Et c'est vrai que parfois, j'ai la passe longue à l'opposé, la diagonale. Ouais. Je la vois, et je ne sais pourquoi. Tu l'attends pas. C'est ça, je préfère peut-être la passe intérieure ou la passe latérale. Parce que t'es pas confortable avec cette passe-là? Tu sens que tu la maîtrises pas encore assez? Non, sans te mentir, en fait, je l'ai plus facilement lorsque je joue défenseur axe à gauche. Ouais, parce que du coup, tu tournes ton corps, et du coup, tu peux la fouetter à moitié, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ah, c'est fou. Mais tu préfères jouer à droite, quand même? J'ai pas spécialement de préférence. Ah, ok, d'accord. En fait,
spécialement de préférence. Moi, en fait, je fais toujours ça en fonction de mon partenaire. Ok. Mais j'ai pas spécialement de préférence. Tu t'adaptes. En sélection, je prends en équipe jeune. En équipe grand jeune, pareil, je joue à gauche. En sélection, même au Cap, je joue à gauche. Mais c'est vrai qu'en général, t'es droitier à droite, tu conduis, parce que justement, t'es sur ton pied fort, et du coup, tu peux le protéger avec ton corps, avec le côté gauche de ton corps. Et si t'es droitier axe gauche, du coup, là, en général, tu privilégies un peu plus le gelon parce que t'as la diagonale. C'est ça. Et du coup, forcément, il faut que tu progresses un peu dans ces deux aspects pour aller voir plus haut. Parce que malheureusement, un défenseur, ou malheureusement ou heureusement, je sais pas, moderne, il doit pas avoir de défaut, en fait, c'est fou, hein. Mais tu regardes les mecs, ils savent tout faire, c'est n'importe quoi. Ramos, il tire les pénaltys, on est où? Donc ouais, non, mais c'est super intéressant. Et puis, t'as que 23 ans, donc y a rien de terminé en soi. Ah oui, tout à fait. Ben, merci, hein. Ah, franchement, ça m'a fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup parler de foot. Ben, ça se sent. Mais en tout cas, je suis ravi de te connaître, même si c'est virtuellement, et d'avoir appris un peu plus de toi. Et j'étais assez convaincu que ça allait être intéressant, mais j'imaginais pas que ça allait être aussi intéressant. Franchement, je suis soufflé, je te jure. Bon, prends soin de toi. Merci toi également, c'est gentil. Ouais, et puis bonne soirée. Salut.